vous connaissez déjà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est Maxime et moi. Donc Maxime, lui, est en stage actuellement au Fab Lab, au travers de la mission locale, parce qu'il cherche à s'orienter, à trouver un sujet dans la vie professionnelle. Et personnellement, je suis exploitant de drone, c'est-à-dire que je réponds à des sollicitations de clients qui ont besoin de solutions aériennes. Ça peut être pour de l'inspection, ça peut être de la photo, de la vidéo, etc. Donc c'est mon activité qui est récente depuis 1 an environ. On est adhérents tous les deux au Fab Lab et on a bien senti qu'il y avait de l'intérêt autour du drone. Donc notre idée actuellement, c'est d'essayer de créer une communauté autour de ce sujet-là. En aucun cas, je suis capable de tout faire avec un drone, Maxime non plus. Et je pense que, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de tout faire. Par contre, à nous tous, on devrait réussir à... Ouais, voilà, un début de l'atelier, ça va être qu'on a à faire plein de choses tous ensemble et puis qu'on soit capable de se transférer les connaissances. Donc j'ai une petite question, est-ce que vous avez des drones personnellement, monsieur? Qu'est-ce que c'est comme machine? Un Parrot. Bebop? Non, petit modèle. Petit modèle Parrot? Ouais. Ok, Jean-Philippe? Non, il y en a pas? Il y en a dans ton village? Il y en a un Parrot Bebop 2, il est encore dans son emballage. Très bien. David, pas de... Il y a Noël bientôt? Oui. Thomas, t'en as un toi? Oh oui, moi j'en ai plusieurs, des petits, puis voilà. Ok. Didier, Il il a le Phantom 3 Advance qui est là. Ok. Et puis il a amené aussi une autre machine. Il est sous la cartouche. D'accord. Il est Pardon. Maxime, il en a un. J'en avais un. Il en avait un, il est flingué. Je l'ai mouru. Voilà. Il est mort. Et moi actuellement pour mon boulot, j'ai du DJI Phantom 4 comme celui qui est là-dedans, on vous le montrera tout à l'heure. Moi je souhaitais pas ramener ma vie. Un Matrice 100, un Mavic, enfin plusieurs types de machines en Il y a fonction une pièce de l'activité. Non, même pas. Alors ce qu'on vous propose, là, on a même créé un logo. Alors il est un peu flou, tant pis, vous l'avez vu, mais il est ici. Hein. Il s'affixe. Non, c'est la télé qui fait quelque chose. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, Maxime va vous présenter différents types de drones, les utilisations qu'on peut en avoir, etc., que vous ayez une petite vue synthétique. Malgré tout, même si c'est rébarbatif, on fera un petit passage sur les obligations réglementaires, bien qu'on soit dans le mode loisir. Il y a quand même, si on veut que la discipline elle perdure et qu'on avance correctement, je pense qu'il faut avoir les bonnes réactions. Et après, on est dans les idées de projet qui sont de la réparation. Quelqu'un qui a besoin d'essayer de réparer, au travers de l'atelier ou des fameux répar-cafés qui se mettent en place une fois par mois ici. Essayer de résoudre des problèmes tous ensemble autour du drone. On aimerait en construire un pour le labo. Qui est en train de tourner. Donc on verra, on a lancé le début de l'impression 3D d'un morceau du châssis. On pourra vous le montrer, voilà, ça a démarré il y a 5 minutes, puis à la fin de la discussion, ce petit bout-là il sera fait. Et après on peut parler aussi, avoir des projets de pilotage, c'est essayer de se trouver un lieu où on pourrait peut-être tous ensemble essayer de faire voler les machines. Avant d'essayer ou tout simplement. Et faire des essais, et faire des courses, etc. Enfin, il faut aussi qu'on s'amuse, hein, on est là pour s'amuser, c'est pas du boulot. Voilà, donc on va laisser démarrer Maxime. Voilà, donc au travers de l'initiation sur les... Donc moi je vais vous parler des différents types et formes de ce qu'on appelle un drone, puisque on le verra, c'est pas forcément cette forme-là, il y en existe beaucoup. Et donc du coup, on va commencer par qu'est-ce qu'un drone. Donc on pense souvent qu'un drone c'est un truc à 4 moteurs comme ça. Non, un drone, le terme exact, c'est un appareil volant sans pilote à bord. Donc pour le pilote, ça va donc s'appeler un télépilote, pilote à distance. Et le drone peut avoir un usage civil ou militaire, on verra aussi. Donc tous ceux-là sont des drones, donc sans pilote, forcément volant, on peut le voir, il y a des ailes, il y a des hélices, même des hélicoptères. Il y a beaucoup de formes. Et ceux-là n'en sont pas, puisqu'il y a des pilotes. Donc les différents types de drones,
on va les voir. Donc basique, les drones pour débutants, donc on voit beaucoup dans les grandes surfaces, de toutes formes, de toute taille, de tout prix, avec son caméra, certains contrôlent par téléphone, c'est des plus vastes et ils sont idéaux pour débuter. Ils sont en général assez résistants et pas forcément coûteux. Ensuite, on a les nano ou mini drones. Donc là, on en a un exemple là. Donc c'est des drones de très petite taille qui sont pareils à des prix petits aussi. Donc ils sont faciles à transporter, faciles à prendre à manœuvrer. Pareil, certains peuvent avoir des caméras et pilotables par téléphone. Ensuite, on a donc, le type de drone qu'Eric utilise beaucoup pour ses prestations, donc des drones avec caméra, comme le fantôme qui est là ou celui qui est où la boîte là-dedans. Donc c'est des drones de très grande taille, c'est vraiment le plus demandé. Il y a des modèles avec des caméras plus ou moins performantes pour enregistrer des photos, des vidéos de HD jusqu'à 4K en qualité. Donc monter sur nacelle pour avoir une vraie stabilité. Ils peuvent être embarqués d'énormément de fonctions comme le GPS, le retour maison, le suivi de parcours ou de personnes. Il est pas allumé, ça ne fera pas. C'est juste allume-le un petit peu quand même la caméra. Du moment que tu appuies sur la batterie, il va s'interrompre. Ouais. Voilà, donc ils peuvent également être équipés de lunettes à réalité virtuelle, donc comme Eric va vous montrer dans la boîte. Donc on connectera tout à l'heure avec. Là voilà, là il est en il est encore en test. Ouais, il est encore en test. Un peu mal. Donc de caméras qui permettent donc le vol en ce qui s'appelle le FPV, First Person View, donc qui donne l'impression d'être dans le drone. Et donc c'est assez immersif, c'est énormément immersif comme mode de pilotage, et ça peut procurer de bonnes sensations. Donc ensuite il y a le drone de course. Donc les drones de course. Merci. Si on a le matériel qui nous lâche, ça va pas le faire. C'est tout ça. Tu sais, quand tu l'utilises pas pendant un moment, ça t'éteint tout seul. Comme on n'a pas la télécommande comme ça. Alors, ce qu'il voulait vous dire tout à l'heure, c'est elle est stabilisée 3 axes, ça veut dire que vous voyez, il y a un moment où il n'y arrive plus. Ouais, mais voilà, mais vous la voyez caméra reste toujours droite. Elle fixe toujours la même chose. Si on lui impose un grand déplacement forcément, elle peut plus stabiliser. type tramine de cinéma à toute vitesse comme ça, ben, Bah, vous voyez oui, que la position de la caméra est toujours liée à l'horizon. Et c'est assez caractéristique quand on les utilise en mode sport où ils vont très vite. C'est un concentré de technologie. Donc pour vous dire, hein, ça filme en 20 mégapixels, la caméra, là, ça fait du 4K. Dedans, il y a des systèmes GPS, vous avez des accéléromètres, etc. qui permettent à votre drone, il mettra en vol tout à l'heure, si on ne touche plus la télécommande, lui, il ne bouge plus. C'est le GPS qui prend le relais. Et même s'il y a un petit peu de vent encore, on entendra les moteurs qui travaillent tout seuls pour conserver la position GPS. Je vais l'éteindre. Ouais, c'est Donc les drones de course, donc certainement ma catégorie préférée, donc qui sont généralement utilisés sur des terrains privés et très encadrés. Donc c'est vraiment, il y a des règles très strictes dans ce domaine-là. Le principe du drone FPV, donc First Person View, c'est de faire un parcours d'obstacles le plus vite possible avec ce type de lunettes, donc directement en immersion avec le drone. Donc forcément à des vitesses assez impressionnantes pour ce type d'engin qui sont très légers, très puissants. Cette activité demande de nombreuses heures d'entraînement. Donc c'est vraiment un sport, il y a des compétitions, il y a des championnats. Donc c'est vraiment, cette catégorie-là, c'est beaucoup plus que le loisir. On peut en faire en loisir, mais pour le faire vraiment, c'est vraiment de la compétition pure. Donc cette catégorie est assez rare sur le commerce, puisque les participants préfèrent monter leur engin eux-mêmes pour mieux les connaître et mieux savoir comment ils fonctionnent.
Et surtout parce qu'il y a des, comme en automobile, il y a des catégories à respecter en fonction de la puissance. Et donc forcément pour rentrer dans les clous de certaines catégories, il faut faire des modifications. C'est assez compliqué. Donc ensuite, il y a le drone professionnel. Donc là, c'est du drone pour faire de la surveillance ou de la caméra, de la thermographie pour les géologues. Donc ça va être des drones qui vont être très gros et très lourds par le temps, avec minimum 6 moteurs et très cher aussi. Donc minimum 6 moteurs. Ils vont servir à porter des très gros équipements et ils doivent être homologués par, Eric va nous l'expliquer, par la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile. C'est des drones extrêmement polyvalents en fonction des scénarios qu'on leur impose, donc aussi en fonction des qualifications du pilote. Ils offrent énormément de services, autant dans le public que dans le privé. Et ils peuvent être très utiles pour des missions qu'on ne pourrait pas accomplir sans. Ensuite, on a le drone militaire. Donc voilà, pas besoin d'expliquer, c'est les drones à usage de l'armée, donc certains sont armés et pour mission de protéger les soldats ou de faire de la reconnaissance, donc avec des très grosses caméras. Ou au contraire, il y en a qui vont être très petits et vraiment que de la surveillance, donc tout ce qui est drone furtif pour aller dans les petits endroits, tout ça. Maintenant, on va aborder les formes des drones, puisqu'on les connaît majoritairement sous la forme de 4 moteurs, mais il y a énormément d'autres formes. Donc les bimoteurs, 2 moteurs, une aile, ceux-là sont exclusivement dans le domaine de l'armée. En bimoteur, il n'y en a pas dans le civil. Il y a des monomoteurs, donc les ailes volantes, celles que j'ai montré au début. Ensuite, on a les trimoteurs, ou aussi appelés Y, pour la forme du câble. Donc là, ils sont utilisés en course ou en loisir. En course, ça propose une agilité supérieure à celle d'un 4 moteurs, mais on va perdre en rapidité, puisqu'il y a un moteur de moins. Ensuite, on a les quadrimoteurs, donc les plus répandus et les plus connus. C'est vraiment la forme de base, et elle peut se décliner sous d'autres formes. Donc là, c'est une spécification de cadre qui s'appelle soit le X pour un 4, pour la forme, donc un X8 pour une forme en X, mais avec 8 moteurs, donc un dessus, un dessous qui tourne en sens inverse. Ou alors un Y6, donc avec 2 moteurs sur chaque patte, pareil en forme de Y. Donc la principale caractéristique de cette proposition, c'est qu'on va énormément gagner en puissance, parce qu'avec 2 moteurs sur chaque bras, forcément, et c'est la plupart utilisée pour porter des charges, ce type de moteur, puisque sur un bras, du coup, on va avoir la portée de 2 moteurs. Donc ça va forcément être utile pour porter des grosses caméras, comme on voit ici, ou pour de la rapidité. Ensuite, on a les hexamoteurs et plus, donc ça peut monter jusqu'à DK, donc 10 bras. Là aussi, c'est les de 6 bras à 10, c'est vraiment que pour porter des charges. Ça va servir à porter des très gros appareils, donc là, ça va, c'est un appareil photo, mais il y en a qui portent des caméras de télévision, ça peut arriver, ou des colis, ça commence à arriver, la livraison par drone, c'est en développement. Et là encore, ce type de châssis peut se convertir avec le double moteur qu'on a vu avant, donc pour porter encore plus. Donc on va arriver à des drones sur un châssis de 10 bras qui peuvent avoir 20 moteurs sur un drone, qui là pour porter très très lourd. Ensuite on a ce que j'appelle les drones spéciaux, donc là c'est 2 exemples. J'ai pris un exemple de la course, donc qui s'appelle le V-tail, donc comme on voit la queue est en forme de V et les moteurs sont à l'envers. Donc c'est des formes très rares, puisque c'est très coûteux au niveau du cadre, il n'y en a pas beaucoup. Donc on préfère garder les châssis normaux, mais niveau performance, ça augmente un peu. Et c'est surtout une question de style, quoi. Il n'y en a pas 2 comme ça, donc forcément ça donne une meilleure impression. Ensuite on a tout ce qui est drone pliable, donc là encore c'est un exemple, Eric il en a un. Donc celui-là c'est le Mavic Pro de chez J. Donc l'avantage du drone pliable, forcément, c'est qu'on peut l'emmener partout, très facilement. Les désavantages, c'est qu'ils sont parfois très coûteux, et niveau solidité aussi. Ça peut être assez
Ça dépend le modèle qu'on prend. Il y en a qui sont bien compensés. Mais franchement, des pliables, on n'en trouvera pas dans la course pour ces raisons-là. Pour les raisons de solidité qui sont évidentes. Et pareil, ils peuvent être embarqués de caméras haute définition. Donc ils peuvent servir à les mêmes missions que ceux avec caméra. Donc tout ce qui est plan, photo et puis service. Simplement, vous êtes avec votre drone, d'accord, et vous le mettez dans les airs. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans la troisième dimension. Qu'est-ce qu'il y a dans la troisième dimension? Les avions de chasse, on est bien placés pour le savoir. Il y a des avions de ligne, d'accord. Il y a les planeurs, les montgolfières, les machins bidules, on ne sait jamais. Il y a même des types qui sautent de l'espace. Tout ça pour vous dire qu'il faut vivre ensemble, et pour vivre ensemble, il faut une réglementation de base. C'est obligatoire. Alors elle évolue actuellement par rapport au drone, parce que c'est nouveau, et puis l'État français a un peu traîné au début, mais là, du côté professionnel, ça commence à être bien cadré, et ils ont même mis en place, et je vais vous en parler, et Didier il a l'expérience de ça puisqu'il a suivi le truc, il pourra vous en parler. On parle bien d'utilisation en extérieur. Tout ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas soumis à la réglementation. Donc là, on pourrait faire voler n'importe quoi dans le Fab Lab, pas de souci. On ne rentre pas dans ce cadre-là, on n'est pas dans l'espace aérien. Et à partir du moment où on est dehors, on est dans l'espace aérien, et que ça soit tout petit, tout gros, à partir du moment où ce n'est pas habité, c'est malgré tout considéré comme une activité aérienne, et vous êtes soumis à la réglementation de l'aviation civile. Voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit. Alors je ne veux pas vous foutre la trouille, hein. Mais il faut avoir à l'esprit que dès que vous mettez quelque chose en l'air, et comme il n'est pas habité, votre engin, c'est lui qui a le moins de priorité. C'est-à-dire que tout le reste est prioritaire sur lui. Tout ce qui est vol habité, hein, tous les exemples que a montré Maxime tout à l'heure, tout ce que vous voulez, ce sont des engins qui sont prioritaires sur le vôtre, qui n'est pas habité. Donc il faut tout de suite avoir les bonnes réactions, c'est-à-dire j'entends un hélico, on ne sait jamais, il y a eu un accident juste à côté, si je suis en train de voler, mais dans une zone où j'ai le droit bien sûr, tout de suite penser à repérer l'hélico, descendre, attendre, laisser passer, et on continue. Voilà. Il n'y a pas une hauteur limite. Ouais, on va y venir. T'as sorti la carte avec Attends, j'ai un souci, c'est que je suis reparti en arrière. en fonction de où elle est ta souris. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Quelle carte? Oui, on va manger. De ton truc dans l'escalier. Donc, bonjour. On attaque une partie réglementation, bien qu'on soit dans le loisir. On utilise l'espace aérien. À partir de là, on doit faire attention à certaines choses. Voilà, je résume ce que je viens de dire. Même si c'est un tout petit drone et qu'il n'y a pas de pilote dedans, au contraire. Même ça, quoi. Même ça, Voilà. ça peut Donc, être... à quoi elle s'attache la réglementation? C'est qu'on puisse s'intégrer dans l'espace aérien, qu'on puisse tous vivre ensemble avec les appareils qui sont habités, dans lesquels il y a des pilotes. Si par exemple je vous montre, ça c'est la carte de navigation aérienne basse altitude autour de Luxeuil. Voilà. Ici, ce qui est en jaune, c'est la ville de Luxeuil. Le trait un peu mauve qu'on voit au sud, c'est la base aérienne. Vous la connaissez tous. Rien que cette grande zone-là, associée à la base aérienne, elle va jusqu'au sol. Et vous verrez tout à l'heure dans des aides qu'on a pour savoir où on peut voler, là dans toute cette zone-là, vous n'avez pas le droit de décoller. C'est terminé, c'est filmé. Si vous faites prendre par quelqu'un qui vous pose quelques questions, vous exposez à des petits soucis. Et puis après, il y a des zones encore plus grandes, mais qui ne vont pas jusqu'au sol. Donc déjà, ça, je dirais pour le commun des mortels, il faut savoir que ça existe, mais pour vous, c'est illisible.
Parce que quand on n'a pas la formation, quand on ne fait pas partie du monde aérien, donc vous verrez tout à l'heure qu'il y a des aides pour ça, pour simplifier, qui ont été mises en place par l'IGN et la DGAC. Et la deuxième chose qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que le but c'est la sécurité. Alors la sécurité, elle concerne les gens qui sont au sol, que ça, les gens et les biens, parce qu'un drone peut chuter et faire des dégâts, et aussi les autres utilisateurs de l'espace aérien. On peut rentrer en collision avec un avion, pourquoi pas. Les oiseaux ne diront pas grand-chose, même si c'est possible. Voilà. Ou un autre drone. Voilà, donc pensez bien à la sécurité. Voilà, c'est l'aspect qu'il faut garder à l'esprit. Alors, de quoi vous pouvez vous aider pour simplifier tout ça? Parce que là, ça fait peur. Hein. Alors, je vais juste vous passer un petit clip vidéo fait par la DGAC, et comme ça, vous allez avoir les préconisations de base. Tout le monde voit bien l'écran? Alors, je ne sais pas où il est. Ah, voilà. Donc, il y a un site sur le ministère de l'écologie solidaire, là. Tout ce qui est transport aérien, etc., ça fait partie de ce ministère. Donc si vous tapez ne serait-ce que DGAC ou drone, vous allez tomber sur ce... Voilà, ça vous fait pas peur. Alors ce petit film, en fait, il est aussi résumé sur un document que normalement, lorsque vous achetez un drone, il doit être à l'intérieur. La DGAC a insisté là-dessus. Alors après, les drones venant de la Chine, de tout ce que vous voulez. Voilà, par exemple, est-ce que toi tu l'as trouvé dans les 3 que j'ai eu, non. D'accord. Mais il y a certaines marques, peut-être le Bebop, vous regarderez. Il se peut que vous le trouviez filé à l'intérieur. Voilà, ça résume. Toi tu l'avais? Ouais. Bon bah vous voyez, Didier, lui dans le sien, il faut
faut acheter un drone, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Tout est fait en fait pour que les gens soient sensibilisés à ces petites règles de base. Alors, voilà. On a vu le clip, il y a les règles d'usage, c'est ça en fait. Hein, c'est ce résumé, on va passer, ça ne vous a pas trop effrayé. La DGAC, alors ensuite, a fait un guide où vraiment il rentre dans le détail. Toujours sur la même page que je vous ai montré tout à l'heure, là. Nous, on l'a imprimé, histoire de, si on a une question, bon voilà, ça fait 30 pages, il faut vraiment avoir le temps. Mais sachez que ça existe. Voilà, moi je veux juste vous sensibiliser à ça. Le jour où vous avez une question, sachez que sur ce site-là, vous pouvez trouver éventuellement des réponses, ou bien vous venez voir. Alors ensuite, il y a une société qui s'appelle Maxet et qui a fait ce genre de truc. Alors je vous ramène sur Luxeuil. Vous voyez, c'est pas compliqué. On retrouve exactement la même chose. D'accord? Si vous êtes, je sais pas moi, est-ce que quelqu'un habite à Combeau-Fontaine? Vous cliquez à Combeau-Fontaine et là ça vous dit votre hauteur de vol possible. On va essayer de se connecter. Non, il ne prend pas les identifiants. Je vais quand même me connecter parce que je vais vous montrer qu'on peut avoir un petit peu plus de détails. Donc ça, ce sont des outils en fait qui sont très pratiques parce que vous avez tout de suite la réponse. Il n'y a pas besoin d'aller de faire de grandes études. Donc si ça veut bien. On va se mettre ici. Donc il me donne un petit peu plus de détails. Il me dit que j'ai pas le droit et il me précise pour quelle raison. Donc en passant simplement votre souris dessus, ici en fait c'est le terrain de Zool. Et ce terrain de Zool va demander à ce que ils vont vous mettre une valeur qui va vous limiter la hauteur de vol. Et là, par exemple, ce sont des itinéraires pour les avions de chasse d'entraînement qui sont actifs à certaines heures. Et voilà. Vous voyez, ceci existe aussi. Et puis après, vous connaissez tous Géoportail. Ça vous parle? Donc ça, vous tapez de la même façon, vous tapez Géoportail drone. Vous tapez Géoportail drone et de la même. Alors c'est plus succinct Géoportail drone, mais c'est le même principe. Ça vous donne des hauteurs en fonction des couleurs. Vous avez certaines hauteurs. Donc, vous allez voir dans la légende qui est associée, ça vous donne des hauteurs. Quand c'est rouge, c'est 0. Retenez ça. Et après, fonction de comme est faite la piste, je vous montre après. Plus vous éloignez, ça monte un peu en escalier comme des tribunes. Plus on s'éloigne de l'axe de piste, plus on gagne des possibilités de hauteur de vol. Bon voilà, donc si vous avez des choses à retenir et des questionnements, le site de la DG, vous tapez DGAC drone et ça vous envoie sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Géoportail, avec la carte qui est sur charge, et sinon Mach 7. Mach comme le Mach de la vitesse supersonique, MACH. Et créez-vous des comptes à chaque fois, systématiquement, comme ça vous pouvez simplifier les accès. Ok? Donc allez, on synthétise. Alors on a quand même le droit de faire des choses. Donc je vous ai dit, si c'est en intérieur, vous avez le droit. Et même on peut aller au-delà, il faut que ce soit des espaces clos et couverts. Donc imaginez un grillage. Vous montez une armature en métal, vous mettez un grillage qui ne permet pas à la taille du drone de passer au travers. À partir du moment où il y en a tout autour et au-dessus, le drone ne peut pas s'échapper, c'est gérable.
D'accord. 2 jours uniquement, ils l'ont bien dit tout à l'heure. Alors il y a une petite subtilité, la nuit aéronautique n'est pas la nuit légale. C'est-à-dire que quand on considère le jour en aéronautique, on peut aller du coucher du soleil plus 30 minutes. Et la nuit s'arrêtera un peu plus tôt que la nuit légale, elle s'arrêtera à lever du soleil moins 30. Donc rate 30 minutes. D'ailleurs, après, là, on ira dehors et vous verrez qu'il croyait qu'il fait nuit, mais non. Bon voilà, retenez 2 jours, c'est simple. On garde son drone en vue. D'accord? C'est un principe de base. À partir de là, vous pouvez nettement mieux le gérer. Et vous ne le pilotez pas depuis le scooter de la copine, voilà, en étant sur le porte-bagages. À éviter. Les hauteurs max, alors ça c'est important. La loi elle dit 150 mètres. Pour tout le monde, même pour les professionnels. Ensuite, on peut avoir des restrictions qui sont liées à la proximité des différentes infrastructures. Alors souvent, ce sont des infrastructures type aérodrome. Voilà, je vous montre. On a pris l'exemple d'une piste qui aurait plus de 1200 mètres, c'est le cas à Vesoul. D'accord, elle fait 1400. Vous voyez que 2500 mètres de part et d'autre, et sur une longueur de 10 km dans l'axe, de 2 côtés, vous n'avez pas le droit. C'est repris ici, dans la découpe verticale. Pour commencer à pouvoir mettre quelque chose en vol, légalement, il faut être à plus de 2,5 km de l'axe de piste, et à ce moment-là, on a le droit à 30 mètres. Et puis après, voilà, ça se lit comme ça. Donc là, vous savez à quoi vous en tenir. Ça va, c'est lisible, c'est compréhensible, ce genre de truc? C'est assez simple, hein. Plus on s'éloigne, et vous voyez bien que ce sont des bandes quand même qui vont très très loin dans l'axe de piste. Il vaut mieux être de part et d'autre de l'axe pour très vite gagner de la possibilité. Voilà. Alors pour un hélicoptère, sachant qu'un hélicoptère ça arrive depuis partout, là, ce sont des cercles. Hein, ça se comprend. Je ne reviens pas sur le... Et il y a aussi les pistes ULM, c'est un petit peu plus court, même franchement. Et les pistes ULM à 500 mètres du terrain gazonné, c'est bon. Donc, voilà. Donc ça, vous le retrouvez, site DGAC et le fameux guide là, qui est un petit peu détaillé. Et comme sur une piste comme Malbourg, je pense que c'est aussi interdit aussi, même parce que c'est... Non, parce que Malbourg, elle est désaffectée. Donc Malbourg, mais t'es marron parce que en fait, tu es dans la zone de Luxeuil, de la base aérienne, donc t'es cuit. Le plus près en zone libre, c'est, on avait dit, c'était... D'ici, il faut partir au sud de Lure. Il faut aller à Beaufort par là. L'autre Il faut en faire des kilomètres. L'autre jour, je suis allé à Émoulières. Et Émoulières, là, bon, c'est les temps là. en VTT, c'est loin, quoi. Ah, parce qu'on n'a pas le droit de faire aussi dans les... Alors, comment ça s'appelle ça, les périmètres qui sont réservés à la nature, tout ça, comment ça s'appelle? ah oui, les réserves. Les réserves. Alors, les réserves, vous les trouvez, vous avez vu Mac 7, le fameux site. Il y a 2 curseurs en haut à gauche qui permettent d'assombrir ou d'éclaircir la surcharge de la carte. Vous avez les couleurs jaune, rouge, etc. Vous avez aussi, c'est les zones Natura 2000. Vous avez aussi un curseur pour les zones Natura 2000, donc si vous voulez les faire ressortir un peu plus, parce que parfois elles sont inscrites. Voilà. Et on le trouve dedans. Donc c'est des super aides. Moi pour le boulot, je m'en sers. Quand je prépare mes missions, je vais là-dessus parce que c'est très efficace. On va aller oublier les temps, on va aller faire attention. Voilà. Bon après, il ne faut pas non plus céder à la panique. Hein. Il y a plein de choses possibles, mais il y a juste des endroits où il ne faut pas y aller, quoi. Bon, vous avez vu survol de personnes, d'animaux, sites interdits, c'est du bon sens. C'est vraiment du bon sens. Alors, en agglomération, puisque c'est survol de personnes, normalement on n'a pas le droit, sauf dans l'espace privé. Donc si vous êtes dans votre jardin et qu'après vous mettez, alors tout dépend de la taille de votre propriété, c'est juste qu'il faut être mesuré. On adapte la vitesse et la hauteur de l'engin à la surface qui nous est dédiée.
si vous avez 10 hectares et que vous montez à 100 mètres, vous êtes en plein milieu, je ne suis pas inquiet. Même si l'engin il tombe, il va tomber chez vous. Maintenant, si vous avez 200 mètres carrés de terrain en plein centre-ville et que vous amusez à monter assez haut et vous devez lui faire des accélérations, c'est comme si le moteur se coupe, il est en balistique. Donc s'il a une vitesse initiale, il va aller tomber chez le voisin, voir sur la bagnole du copain. Voilà. Donc c'est juste du bon sens. Et ils n'ont pas légiféré sur des valeurs bien strictes. Voilà, ils font appel au bon sens des gens. En fait, et après, il y a des notions de respecter la vie privée, filmez pas chez les voisins. Et puis si vous n'êtes pas chez vous, c'est accord du propriétaire. Voilà. Donc c'est pas mal de bon sens. Retenez bien 2 jours, vous le gardez en vue. D'accord ? Et puis les hauteurs par rapport aux infrastructures. Et si vous avez fait cette démarche-là, vous êtes serein. Hein. Et faites gaffe à la météo. Super important. Ah, Je le vois en arrière. ouais, je sais pas pourquoi. Voilà, il y a des questions. Donc beaucoup de choses sont possibles, mais toujours en ayant un petit peu en tête ces cas particuliers. Alors après, on va rentrer. Une question. Ouais. Candide a vu, vous savez maintenant il y a des drones qui ont des modules qui permettent de suivre un individu. Il y en a des sorties qui sont en VTT, donc ils le laissent en l'air, ils le font suivre eux-mêmes, par contre ils ne le voient plus. Ça, c'est non, normalement non. Il n'y a pas la négociation. Donc quelqu'un d'autre qui est au commande. Tout comme ce que je vous conseille si vous utilisez des nets là, d'immersion, vous verrez que vous êtes très limité dans vos perceptions. Ayez quelqu'un à côté de vous qui garde le drone en vue et qui soit capable à tout moment soit de vous donner un ordre, soit de reprendre la commande, enfin de faire quelque chose. Voilà. C'est une question de sécurité, hein, on en revient toujours aux mêmes choses, sécurité. Voilà. Après, vous savez, avec tout ce qu'on voit sur Internet, c'est bien clair que... Voilà. Bon, après, l'idée, c'est que vous ayez les bons réflexes, et comme je vous dis, hein, pour que le drone il vive et qu'on puisse continuer à en parler sereinement dans quelques années. Parce qu'à une époque, ça parlait encore moins, ça part en tous les sens. Voilà. Et après, il y a un cas particulier pour terminer. La loi vient de passer en octobre et elle est applicable au 1er janvier, quelques jours près, je ne me rappelle plus, donc c'est important. C'est les lois sur les drones de plus de 800 grammes. Donc un drone de plus de 800 grammes, c'est... bon, ça fait 1,4 kg. C'est pas difficile le de dépasser. Mavic Pro, là, la sauterelle pliable, ça fait 734, donc on s'en sort bien. Mais ça va assez vite, hein, 800 grammes, on y est rapido. Et donc la barre a été mise aux 800 grammes, donc âge minimum 14 ans. Sinon, il faut un adulte à côté, de synthétique. On s'enregistre sur donc il faut enregistrer le drone. On va sur un site qui s'appelle Alpha Tango, c'est toujours la DGAC, enfin, ça se trouve, hein, toujours sur ce même site là. Si un jour le bebop il est plus léger que ça, pas concerné. Bref, je vais pas rentrer dedans parce que ça ne nous apportera rien. C'est simplement j'enregistre mon drone et 2, je fais une formation en e-learning gratuite. Didier l'a faite parce qu'il a enregistré le sien. Et ça prend 1h30. En gros, vous avez une dizaine de tutos. Ouais, une dizaine de tutos. Après, il y a 20 questions pour passer l'examen. Vous êtes obligé d'avoir un 20 sur 20 pour avoir l'examen. Mais bon, c'est des questions basiques. Hein. Ça vient de ce qu'on va voir. Il ne faut pas survoler les personnes. À quelle distance vous voyez par rapport à l'aérodrome. Est-ce que en mauvais temps vous avez le droit d'utiliser le drone? Oui, c'est vraiment tout simple. Quoi. Vous allez faire une vidéo pendant un quart d'heure, les visionner, vous allez sur le site des questions, vous avez répondu. Bon, en une demi-heure, c'est fait, quoi. C'est vraiment succès. Mais pour l'instant, parce que c'est les démarrages. Alors, je pense qu'il c'est valable jusqu'en 5 ans, je crois. C'est ça. Donc, de toute façon, le QCM, tant que vous n'avez pas 20, vous n'allez pas recommencer. Ouais, voilà. Ben non, bien sûr. Et là, j'ai vu et si j'ai pas 20, c'est pas grave, tu recommences. Donc, enfin, moi, ce que je lis derrière ça, c'est
les gens auront fait la démarche de se former, entre guillemets, ils auront eu 20 sur 20, on va dire qu'ils n'étaient pas au courant le jour où il y a... Enfin, je l'interprète comme ça. Vous aurez une attestation, donc d'enregistrement de votre matériel, et une fois que la formation a été faite, vous avez aussi une attestation de formation. Didier pourra vous les montrer, il les a plastifiés là, voilà. Et ces documents-là, moi je vous conseille, si un jour vous avez un drone de 800 grammes, vous les laissez avec le drone, dans la boîte. Il faut toujours les avoir. Parce que si vous êtes, une fois que les forces de police elles vont commencer à comprendre qu'elles peuvent intervenir et nous casser les pieds, eh bien il faudra leur montrer ça. Donc, voilà. Et ça nous concerne actuellement que les drones de 800 grammes, ils parlent de moins dans un futur proche. Bon bref, ça va évoluer. Voilà. Alors, moi si je devais arrêter de vous faire peur, c'est on peut faire beaucoup de choses, mais il faut bien se renseigner. Voilà. Et dans le métier d'exploitant de drone, c'est la même chose. Il y a toute une étape de préparation de mission. Personnellement, je peux voler dans la zone de luxe, je peux voler, tout à l'heure on va en faire voler un là, en ville. Mais au préalable, il y a une semaine, j'ai fait des demandes, mais qui ne sont accessibles qu'aux professionnels. Voilà. Donc là, je fais bénéficier en fait le Fab Lab de mes possibilités. Tu touches pas. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses possibles, mais en essayant à peu près d'anticiper ces choses. Bon, voilà, je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec ça, parce que ça plombe. Hein. Mais si vous avez ça à l'esprit, moi je trouve que c'est super important. Au moins, on sait, quand on en parle ou quelqu'un vous questionne, vous donnerez des bonnes réponses. Parce qu'on entend beaucoup de choses fausses par rapport à l'emploi. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions? Maintenant, ça va être un petit peu plus dynamique. Hein, on peut aussi parler. Ouais, dis. Pour faire la formation, c'est obligé d'enregistrer un drone ou pas? Non, c'est une excellente question. Moi, ce que je vous invite à faire tous, c'est d'aller sur le site et de la faire. Ça ne vous coûtera rien. Un peu de temps, voilà, si vous avez envie un petit peu de... C'est chiant ça. Non, mais c'est très important. Ouais, c'est une super question. Ouais. Il vaut mieux que tout le monde le fasse, même en n'ayant pas de drone de 800 grammes, peu importe. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils recherchent à travers de ça, c'est que les gens s'informent le plus possible. Voilà. Donc, ouais, super question. Bon, alors, s'il n'y a pas de questions d'autres, donc tout à l'heure, on vous a parlé des projets qu'on avait. Les projets, ça serait de faire un petit atelier sur lequel, alors, quand on pense atelier, on parle réparation, mais en fait, un atelier, ça fait tout autre chose. Essayer de se réunir périodiquement avec pourquoi pas des thèmes qu'on déciderait tous ensemble. Et puis éventuellement, si quelqu'un a des problèmes avec son drone, il l'amène, on regarde, on essaye de trouver une solution. Là, il y a Didier on va essayer de regarder quel est le problème. Moi, il y a un petit gamin qui m'a dit qu'il viendrait la prochaine fois parce qu'il a cassé une hélice. Refaire une hélice, c'est chaud avec les imprimantes 3D, mais on peut toujours essayer. C'est surtout beaucoup moins solide. On peut essayer de lui en retrouver. Alors pensez bien que si un jour vous changez une hélice, ça se change à l'identique. Donc si un jour vous changez une hélice pour une autre qui n'est pas de la même série, enfin, qui n'est pas... Ça peut poser problème. Voilà, si on devait changer les 4 hélices de Didier, dans ce cas-là, on va en faire 4 en impression 3D, mais on ne va pas en faire une pour remplacer une. Voilà. Parce qu'à mon avis, tout de suite, il y aura des problèmes de masse, on n'arrivera jamais à la même chose, donc il faut être cohérent. Rien qu'une hélice imprimante 3D de base, ça va être beaucoup moins performant qu'une hélice. Non, c'est surtout beaucoup moins solide, ça va vibrer. Alors, moi, si je peux me poser... Alors, moi, je vais me poser des questions. En venant ici, je sais pas, vous recherchez des choses en particulier, vous attendiez à certains trucs. Qu'est-ce qui vous motive en venant là? Est-ce que, je sais pas, vous avez déjà des drones et vous avez envie de customiser, changer quelque chose? Vous avez envie d'apprendre à piloter? Vous voulez comprendre comment ça marche à l'intérieur?
Parce que, ne serait-ce que s'intéresser au fonctionnement, à ce qu'il y a dedans. comme je vous dis, moi je viens pas du monde de l'aéromodélisme, donc je ne sais pas piloter comme Maxime. En revanche, mon boulot c'est d'exploiter les drones, mais quand j'ai une panne, bien souvent, si c'est pas basique, il faut soit que je change de machine pour finir ma mission, soit que je revienne plus tard, mais j'ai pas la compétence de ça, par exemple. En revanche, voilà, s'il faut aller faire un truc bien propre dans le cadre, là je vous emmène les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je sais pas. Bah, pour ma part, donc moi c'est uniquement plus enseignement, c'est pour les élèves, dans plusieurs établissements de Franche-Comté. Donc on a fait certains achats de drones, donc ils ont étudié ce qu'il y a à l'intérieur. Après ce que je suis venu ici, c'est surtout pour la partie les faire décoller, parce que c'est vrai, il y a la réglementation, tout ça. Je voulais savoir comment ça se passait, parce qu'à un moment donné, on les fera sûrement décoller au moins une séance sur les 5 qu'ils ont étudié dessus. Bien sûr. Pour pouvoir changer aussi des hélices ou des parties internes. Voilà. Donc après, moi ce que je vous dirais, c'est, vous avez vu, hein, c'est relativement clair. Après, s'il faut intervenir auprès de vous, il faut vous assister, il n'y a pas de souci. Pour ma part, en tant qu'enseignant de personnel, j'ai fabriqué un drone avec un Raspberry. Donc j'ai acheté toutes les petites parties, j'ai monté, j'ai programmé. Puis, voilà. Donc déjà, vous avez déjà franchi le cap, donc super ça. Et il vole. Oui, mais là il est dans un carton, il faudrait que je le ressorte. Bon, voilà. Alors j'ai aussi l'impression que voilà, on a mis ça avant Noël parce qu'on s'est dit tiens, il va y avoir Noël. Un petit coup avant ça. Et on va revoir les gens après Noël parce qu'ils auront acheté un drone. Alors on va voir du coup. Voilà. Mais après voilà, le deuxième projet c'est d'en fabriquer un pour le labo. Bien sûr en utilisant toutes les ressources qu'on a ici. Maxime a, plutôt que de le dessiner, de le concevoir, on a vraiment être sûr qu'il va chanter cette étape-là pour la première fois. Et il a trouvé une ressource sur internet d'un gars qui a mis à disposition les plans. Et qui l'a testé vraiment à ses limites. Test de solidité, de poids, tout ce qu'on pouvait mettre dessus. Donc vraiment on est sûr qu'il pourra marcher plutôt que d'en dessiner un, de faire plein d'essais parce qu'il ne marchera pas. Là on est vraiment sûr que le châssis qu'on va utiliser va pouvoir tenir et il sera... On va gagner du temps sur les calculs de masse et centre, on appelle ça masse et centrage, vous voyez ce que ça veut dire. Et surtout au niveau du poids. On gagne cette étape-là, parce que pour en avoir fait, c'est un peu rébarbatif. Voilà. Donc on fera les modifs si on voit que ça déconne, mais le calcul de base, on le zappe. C'est forcément très approximatif. Il a lancé une impression d'un morceau, là, pendant qu'on parlait. C'est pas... Attends, elle est finie. Je vais aller l'enlever. Et puis bon, après, les choses qui vont être intéressantes, ça va être de se procurer, on va être obligé de se procurer l'électronique, les moteurs, les cartes, etc. Mettre en place, faire des jolis câblages. Thomas qui travaille ici, lui récupère beaucoup de composants électroniques. Peut-être que dans tout son bazar là-bas, on va trouver les câbles, on n'aura pas besoin de les acheter. On va peut-être trouver des petites, si on veut mettre des petites LED pour lui donner un style, voilà, on va pouvoir faire des trucs. Donc on peut aussi bénéficier de tout ce que fait Thomas ici autour des composants informatiques. Voilà. Et puis après, je sais que, je ne sais pas si vous connaissez, il est directeur, président, Emma et Norbert, ils sont bleus. C'est quoi leur fonction ici? On dit directeur, président, et responsable. Co-président, mais ils veulent pas être président. Bon, alors ils sont co-présidents. On sait qu'ils œuvrent beaucoup pour essayer de trouver un espace où on pourrait les faire voler dans un hangar désaffecté. Voilà. Donc ça, ce serait un super truc, c'est qu'on ne se poserait pas de questions, on met la machine, qu'il pleuve, qu'il vente, on s'en fout. Et on fait nos essais, et puis on vient ici, puis on bricole. Enfin voilà, les idées, elles sont là. Parce qu'au bout du compte, ça serait de piloter les machines, et puis si on a cet espace-là, ben, on peut faire que piloter avec nos engins. On vient avec des petits engins qui sont absolument pas stables, et c'est comme ça qu'on apprend à piloter. Donc après, la version leur apprendre à piloter et les faire décoller, elle peut passer par... On va aller sur le...
on va se mettre en position. Simulateur. On peut aller sur le simulateur, ça c'est très bien parce qu'on ne casse rien. Ça permet d'entraîner, c'est qu'on vraiment veut. très précis comme simulation, parce qu'il y a du vent, on peut simuler n'importe quel ça peut problème passer par là, météorologique. ils comprennent les différentes commandes. Et qu'ils se rendent compte que quand le drone il va être face à eux, tout est inversé. Et c'est là où on casse tout. Ouais, tu sais, même encore maintenant, il y en a, ils ont des hauts. Voilà. Et donc on peut faire un peu de ça. Alors je sais pas si... On peut en sortir un maintenant. J'avais rechargé. Moi je vais Lancer le 18. je vais faire voler celui-là à l'extérieur. Moi, je prends celui-là. S'il y en a qui veulent essayer dans le couloir ou peut-être dehors, je sais pas s'il est bien stable. Parce que le nano, vu la tenue de la batterie, on va peut-être pas le prendre. Donc on peut soit, ouais, on va y aller avant qu'il fasse nuit. Je sais pas s'il est chargé celui-là. Et puis vous pourrez aussi vous mettre ça sur le nez pour vous rendre compte du champ visuel. D'accord ? Alors, il y en a. C'est pas dur. Bon, tu vois, c'est pas t'as bien serré derrière. Tu verras rien pour l'instant, là t'es dans le noir. Il l'a derrière aussi. Regarde, c'est silencieux, mais bon. Dès qu'on est loin, ça fait du bruit.